intervenant ce soir, M. Yasser El-Ouati, il vient de Paris. Il représente le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. On va avec vous parler de, si vous voulez bien, de cas concrets. Depuis quelque temps, on assiste à des actes islamophobes en France, clairement. Et s'il y a des cas concrets sur lesquels vous voulez revenir et expliquer, peut-être à votre sens, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette islamophobie en France en ce moment. Bonsoir à tous et bonsoir Orléans. Merci pour l'invitation. Encore une fois, c'est toujours intimidant d'être aussi bien accueilli, de manière aussi chaleureuse. Et je viens de communiquer à l'instant sur les réseaux sociaux que Orléans était sous Red Bull intellectuel. Donc encore une fois, j'ai toujours été en faveur des débats d'idées et les réunions que je tiens au CCIF. Je me dis, s'il n'y a pas de clash entre les personnes, c'est qu'on est dans un effet de groupe où on tente à se persuader qu'on a raison et qu'on va dans le même sens alors que chacun pense différemment. C'est ce qu'on apprenait à l'école de commerce. Dès que vous voyez une réunion où tout le monde va dans le même sens, posez-vous des questions. Alors pour ma part, donc, je représente le CCIF, qui est le collectif contre l'islamophobie en France, association de défense des droits de l'homme qui a été fondée en 2003 pour venir en aide aux victimes d'islamophobie. Alors comme toujours, c'est ma tradition à moi. On va commencer par définir ce qu'est l'islamophobie. Ce sont les attaques qui ciblent les personnes ou les institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Il s'agit bien de protéger les personnes, physiques ou morales, contre les attaques. Et bien entendu, ça ne veut pas dire de brider le débat d'idées, ça ne veut pas dire empêcher les gens de s'exprimer, ça ne veut pas dire empêcher les gens de critiquer une ou les religions. Encore une fois, c'est important de s'arrêter sur cette définition parce que malheureusement en France, le débat est bridé et malheureusement on n'arrive pas à avancer. On passe notre temps à débattre du terme islamophobie, donc on va dire aux premiers concernés le terme adéquat, ce n'est pas islamophobie mais acte anti-musulman, etc., sans pour autant ne jamais rien faire contre le phénomène en lui-même. Depuis plusieurs années, on observe que l'islamophobie où les actes anti-musulmans augmentent de manière exponentielle, que depuis le début des années 2000 et particulièrement depuis 2001, on assiste à une véritable normalisation des discours de haine à l'égard des citoyens de confession musulmane. Maintenant, nous avons des personnes dans les médias et la presse qui vous disent « je suis ouvertement islamophobe », à croire que c'est devenu un racisme respectable. Alors maintenant, au-delà du phénomène, parlons d'abord des premiers concernés, à savoir les victimes d'islamophobie. Première victime, ce sont les femmes. 80% des victimes d'islamophobie sont des femmes. Les premiers actes d'islamophobie, ce sont les discriminations. Et le premier coupable, c'est l'État. Ce sont toujours les institutions gouvernementales qui posent problème. Ce n'est pas parce que les personnes veulent nuire aux musulmans, enfin j'espère, c'est parce que nous avons dévoyé le concept de la laïcité. Et là où je rejoins, je pense à mi-chemin les uns et les autres, ce qui pose problème, ce n'est pas la laïcité, mais plutôt son dévoiement. Il faut revenir quand même en 2003 avec le concept de nouvelle laïcité théorisé par un certain François Barouin qui vous disait qu'il fallait ancrer l'islam dans la modernité, que le développement de l'islam posait problème. Et pour terminer par une phrase sincèrement qui m'a choqué l'été dernier quand j'ai dû relire le rapport, à un certain point, la laïcité et les droits de l'homme sont incompatibles. C'était une position parfaitement assumée par François Barouin dans un rapport qu'il avait remis à Jean-Pierre Raffarin en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? C'est qu'on avait préparé l'opinion publique française pour accepter une loi d'exclusion des filles de confession musulmane qui portent un voile dans les écoles. Il faut rappeler que dans les années 80 et 90, le Conseil d'État protéger systématiquement ces jeunes filles à chaque fois qu'un proviseur, ou dans la quasi-totalité des cas, à chaque fois qu'un proviseur excluait une jeune fille pour le port de son voile, elle était automatiquement protégée. On se rappelle de Michel Rocard, Lionel Jospin et même de Michel Cotta qui disaient que l'école de la République n'a pas à faire le tri entre les élèves qui lui sont confiés. Les cas concrets maintenant, c'est quoi? C'est bien sûr une loi de 2004 qui a été rendue possible après une hystérie qui a duré 1 an, une commission Stasi, par exemple, qui a été tronquée, et je sais de quoi je parle. Lorsqu'on a mis sur pied la commission Stasi, voilà ce qu'il dit Bernard Stasi avant sa mort. Il disait « Si nous devions voter le soir même, nous aurions voté contre une loi. Mais après 104 auditions, nous étions convaincus qu'il y avait une vague islamiste qui menaçait la République. »
Mais qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Il y avait un certain rapporteur qui s'appelait Rémi Schwartz, qui avait fait en sorte que parmi les 104 personnes auditionnées, les premières concernées, encore une fois, étaient absentes. On n'a pas demandé leur avis aux jeunes personnes qui portaient un foulard dans l'école publique, on n'a pas demandé leur avis à leur famille, et bien entendu, nous avions affaire qu'à des militants qui étaient contre le port du voile par les jeunes filles, bien sûr, respect à leurs opinions, mais qui étaient là pour militer en faveur d'une loi. Donc lorsque vous avez 104 personnes qui vous disent tous de concert, il y a un problème de visibilité des musulmans, et qu'en plus, le président de la commission vous dit, si ce n'est qu'à moi, le soir même, toute l'équipe aurait voté contre la loi. Et quelques mois plus tard, il se décide à voter pour une loi, et qu'en plus, vous avez une pression qui vient de Jacques Chirac en personne, qui depuis Tunis disait « Je suis en faveur d'une loi d'interdiction ». Donc vous avez 104 personnes qui vous disent « Il faut interdire », et pour terminer le tout, le président lui-même qui vous dit « Il faut une loi d'interdiction ». À quoi est-ce qu'on en arrive? Donc logiquement, on en arrive à une loi. Mais le cœur de mon propos, ce n'est pas celui-là. C'est le fait que, sous couvert d'utilisation de la laïcité, on en arrive non seulement à exclure de manière légale des écoles les élèves. On a étendu cette exclusion aux parents d'élèves avec la circulaire Châtel, et on a des dizaines de cas où des mamans n'arrivent plus à entrer dans les écoles pour aller chercher leurs enfants, ne peuvent plus aller dans les sorties pour accompagner leurs enfants, et maintenant nous avons une nouvelle vague d'exclusion des jeunes filles de confession musulmane qui portent une jupe longue. Nous avons eu une campagne lancée le printemps dernier et ça avait provoqué un tel scandale que même le New York Times, à l'autre bout du monde, avait dédié un édito le 1er mai 2015 disant que la laïcité était utilisée pour dominer ces nouveaux Français. Alors maintenant, comment est-ce que ça se concrétise tout ça? C'est des personnes qui n'arrivent pas à assumer une identité apaisée. Ils sont eux-mêmes en conflit et pensent que leur citoyenneté est de seconde zone. C'est-à-dire qu'à force qu'ils soient constamment pointés du doigt, à force qu'on utilise la loi contre eux, à force que les discours politiques les ciblent de manière ouverte et bien entendu sans risque judiciaire, puisque maintenant l'islamophobie, c'est un racisme ordinaire. Vous avez par exemple des filles qui vous font des dépressions parce qu'elles ont été harcelées par leur principale de collège. Vous avez des jeunes filles qui se retrouvent renvoyées vers la préfecture avec une accusation de djihadisme parce qu'elle a porté une jupe longue. Vous avez des exemples de discrimination massive et on a un rapport d'une organisation qui s'appelle ENAR, le réseau européen contre le racisme, qui vous montre que les chances d'emploi pour une femme qui porte un voile en France sont quasiment nulles. Ça pose fondamentalement problème. Mais maintenant, on a en plus un problème de loi sécuritaire qui cible les personnes de confession musulmane. Alors nous sommes encore sous un état d'urgence. Depuis le 13 novembre, l'état d'urgence a été voté, puis a été renouvelé à plusieurs reprises, sans jamais nous faire la démonstration qu'elle a été efficace pour tarir la menace terroriste. Je tiens à rappeler que les 2 seules descentes de police qui ont été rendues possibles ont pu se faire grâce à des dénonciations et non pas grâce à l'état d'urgence. Lorsque vous voyez par exemple que 3400 perquisitions ont été conduites pour seulement 5 enquêtes liées au terrorisme, et que vous avez par exemple Éric Clonez, qui est le directeur de cabinet du préfet de Eure-et-Loir, qui vous déclare, et je cite, « Nous avons ciblé les personnes de confession musulmane pratiquantes ». Tout ça, ce sont des excès et des dérives qui non seulement nuisent aux citoyens de confession musulmane, mais nuisent au pays tout entier. Parce qu'en développant l'idée d'un ennemi intérieur tel que déclaré par Valls, lorsque vous avez différents éditorialistes qui vous parlent d'une invasion des musulmans, islamistes, sans jamais vous dire où se trouve le curseur entre islamisme et religion musulmane, et qu'en plus, on tente de normaliser l'idée que les citoyens de confession musulmane sont des citoyens de seconde zone. Alors à quoi ça aboutit tout ça? Ça aboutit à une France qui est fragmentée, une polarisation de la société française, qui joue non seulement en faveur des extrêmes ici en France, mais là je vais être beaucoup plus sérieux, qui joue aussi en faveur de Daesh. Je publiais ce matin, ou plutôt c'est un cours de publication, un article qui s'appelle « L'alliance objective entre islamophobes et Daesh ». Dans un article publié en février 2015, Wikileaks avait publié un article du groupe terroriste où le théoricien Daesh disait texto « Nous avons besoin de provoquer des guerres civiles en Occident ». Parce que le groupe sait pertinemment qu'avec 30 000 soldats, il ne pourrait pas envers l'Occident. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des attentats aveugles, on tire dans le tas et on espère qu'il y ait des répercussions massives pour cibler les citoyens de confession musulmane.
Et ce qu'il appelle la coexistence, il appelle ça la zone grise. D'ailleurs, le titre, c'était « L'extinction de la zone grise » et il appelait ouvertement à ce que les thèses les plus racistes soient pratiquées en France, qu'elles ciblent les citoyens de confession musulmane. Dans le meilleur des cas, les musulmans vont fuir massivement l'Occident et se tourner vers le groupe terroriste pour demander de l'aide. Au pire des cas, ils resteront, ils seront persécutés, mais le groupe terroriste continuera à être capable de recruter. Et là, c'est un piège qui nous est tendu à tous. Je tiens à rappeler qu'en janvier 2015 et aussi en novembre 2015, lorsque les terroristes ont tiré, particulièrement en novembre 2015, ils n'ont pas fait de différence. Ils ont tiré dans le tas et parmi les victimes, on avait des personnes de toutes les confessions, de toutes les classes sociales, de toutes les origines. Par contre, nous, une fois qu'on a été ciblés, c'est pas on s'est dit, on se dresse ensemble et on y fait face d'un seul corps, on s'est dit non, j'ai été plus victime que toi et par contre toi, tu es un suspect parce que tu es comme eux. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au-delà du piège qui nous est tendu, est-ce que nous sommes capables en France de parler d'un « nous » et avec un N majuscule? Est-ce qu'on en est capable? Regardez le mal qui a été fait à ce pays. Nous avons des conflits de tous ordres. Nous avons une classe dirigeante qui s'est accaparée tous les droits pour faire passer les lois qu'elle veut faire passer. Nous avons un pays qui s'est morcelé. Chacun se replie vers le groupe auquel il appartient. Nous avons une classe médiatique qui nous parle de tout, sauf des véritables problèmes qui nous concernent. Mais au final, dans les mains de qui tout ça va jouer? Sincèrement, il y a une forte inquiétude au CCIF, c'est qu'en plus des victimes que nous traitons tous les jours, nous avons un véritable problème de visibilité. On ne sait pas jusqu'où tout cela va mener. Lorsque vous avez différents responsables politiques qui sont dans une surenchère permanente et qui vous disent, sous couvert de liberté d'expression, je dis ce que je veux. Oui, mais les mots ont leur sens. Les paroles ont des conséquences. Lorsqu'on est une personnalité publique et qu'on compare des compatriotes, particulièrement les femmes, à des nazis, lorsqu'on compare les citoyens de confession musulmane à l'ennemi intérieur, lorsqu'on a un Premier ministre qui vous parle d'islamo-fascisme et qu'en plus c'est rabâché et c'est répété et que c'est en plus justifié, où est-ce que tout cela va nous mener? C'est une question que je pose et jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression qu'elle est prise au sérieux. J'aimerais revenir pour répondre à la question qui m'a été adressée, les cas concrets du CCIF. Les cas concrets du CCIF sont particulièrement troublants et nous allons malheureusement de pire en pire. Au départ, c'était une aide qui était apportée aux femmes, qui étaient exclues des écoles, discriminées à l'emploi. Mais après les femmes, c'était les enfants. On garde en tête les différents élèves qui ont été violemment pris à partie par leurs instituteurs, par leurs proviseurs, qui leur demandaient « Es-tu Charlie, ou n'es-tu pas Charlie ?» On se rappelle par exemple du petit Ahmed à Nice qui se retrouvait à l'âge de 8 ans au commissariat et qui a signé sa propre déposition. Au-delà du petit Ahmed à Nice, est-ce qu'on pense aux conséquences des familles, des conséquences que ça peut avoir sur les familles? Le premier appel qu'on a reçu le 14 novembre au CCIF, c'était une maman qui était pétrifiée à l'idée d'envoyer ses enfants à l'école. Elle s'est dit, si j'envoie mes enfants à l'école lundi, j'ai peur qu'ils soient tabassés ou qu'ils soient maltraités. Donc il a fallu la rassurer, lui dire que non, il fallait qu'elle ait confiance dans nos institutions, il fallait que ses enfants aillent à l'école. Malheureusement, on a toujours eu des cas d'enfants qui ont été, encore une fois, maltraités et qui ont été humiliés. Nous avons eu des cas, par exemple, d'agression de femmes voilées. Comment se fait-il qu'en France, plusieurs personnes de confession musulmane, de sexe féminin avec un foulard sur la tête, ont été tabassés, je parle bien de tabassés. En 2015, pour la première fois, les agressions physiques ont dépassé les agressions verbales et on n'a pas une prise de conscience générale. On ne se dit pas, mais jusqu'où est-ce qu'on va aller lorsqu'on a une personne qui sort de chez elle et qui regarde à gauche et à droite si elle ne va pas se faire agresser? Est-ce que c'est normal qu'on arrive à ça en 2016 en France? Maintenant, parlons de l'état d'urgence et je vais finir par ça. Lorsque vous avez des salles de prière qui ont été saccagées pendant des descentes de police, est-ce qu'on trouve ça normal? Tout le monde sait pertinemment que toutes les mosquées en France sont surveillées. Il ne faut pas être naïf. Que les prêches sont envoyés par les différents organes de renseignement, et bien entendu qu'il n'y a pas de mosquée où il y a des imams qui prêchent le djihad ou qui tiennent des discours radicaux. Parce que si ça se faisait, les différents préfets auraient déjà réagi.
Or, on a préféré envoyer un message à l'opinion publique en disant « Regardez, nous agissons ». Mais la question qui était envoyée au gouvernement, c'est « On ne vous demande pas d'agir, on vous demande de bien faire ». Or, qu'avons-nous gagné à perquisitionner les mosquées et en plus en les saccageant au vu et au su des fidèles? Qu'est-ce qu'on a gagné lorsqu'on a terrorisé des enfants au saut du lit et qu'on a humilié leurs parents qui ont été menottés au sous-vêtement avec des enfants qui hurlaient parce que leur papa était mis en joue par la police? Qu'est-ce qu'on a gagné lorsqu'on a l'ONU, le CCIF, Human Rights Watch, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et j'en passe, qui tous dénoncent non seulement l'état d'urgence, mais le fait qu'il a été mis en application, non pas pour répondre à la menace terroriste. Je tiens à rappeler que nous avons un organe qui s'appelle le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui dépend des renseignements généraux, enfin la communauté du renseignement, et qui disait clairement, le tout sécuritaire ne fonctionne pas. Il nous faut une réponse à la radicalisation et au terrorisme qui soit en amont, qui prennent en compte la crise économique, la crise sociale, la perte de repères. Et bien entendu, ce rapport avait été envoyé à Manuel Valls et à Jean-Marc Ayrault en 2013. 2 ans avant les attentats, le renseignement lui-même leur disait que le tout sécuritaire ne fonctionne pas. Et lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, cet état d'urgence a été pérennisé et qu'avant de le retirer, ou plutôt de le lever, toutes ces mesures sont en train de passer dans la loi ordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un État, malheureusement, un État policier, pour ne pas dire un État totalitaire. Et lorsqu'on cite, par exemple, les propos du bâtonnier de Paris, qui vous dit, et je cite, ce n'est pas Yasser Al-Boati qui dit, c'est le bâtonnier en personne qui vous dit, en l'état actuel des choses, la dictature en France peut être instaurée en moins d'1 semaine. C'est à nous de savoir maintenant et de nous poser la question, est-ce qu'on va continuer à nous taire? Ou est-ce qu'on va maintenant se dire il y a eu un hold-up non seulement sur les valeurs de la République, mais qu'en plus, les lois sont en train d'être passées, non pas pour protéger tous les Français, mais pour protéger une certaine élite. Regardez comment est-ce que les mouvements sociaux ont été réprimés. C'était des mesures qui étaient d'abord appliquées aux citoyens de confession musulmane. Lorsqu'on a vu les militants écolos qui ont été violemment pris à partie par les forces de police, et particulièrement sous couvert d'état d'urgence, pendant 2 semaines et demie, le CCIF, lui, enregistrait les différents abus de l'état d'urgence. Donc, je me souviens de la prise de parole que j'avais faite à République ce jour-là, c'était « Bienvenue au club ». L'intelligence des élites dirigeantes, c'est toujours de créer un précédent. On fait passer une mesure exceptionnelle en disant à tout le monde « Ne vous rassurez pas, ces mesures ne concernent que ce groupe-là ». Mais une fois qu'on l'a accepté à ce groupe, le précédent a été créé et malheureusement, une fois qu'on l'a pratiqué à ces personnes-là, eh ben, on étend à tout le reste. On a étendu les lois liberticides des musulmans après vers les militants écolos et regardez toute cette batterie de lois sécuritaires qui a été pratiquée, ou plutôt qui a été mise en application pour réprimer violemment les mouvements sociaux aujourd'hui. Maintenant la question, encore une fois, je vous pose sincèrement la question, sommes-nous capables de dresser un « nous » avec un « N » majuscule, un « N » majuscule qui soit inclusif et de nous regarder comme un peuple? On aura toujours nos différences. Je vous rappelle qu'il y a toujours des différences à travers les siècles, que déjà au XVIIIe siècle, on parlait de 2 nations, et que même un certain Boulainvilliers vous disait qu'il fallait que le peuple qui soit d'ascendance germanique dirige les indigènes au sens moderne du terme. Encore une fois, ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu, non seulement par Daesh, mais aussi par l'oligarchie. Merci à vous. Yasser Al-Boati du CCIF. Quelques réactions ou des questions à M. Al-Boati? Bonsoir, merci pour cette intervention. 2 petites questions. Que répondez-vous à vos détracteurs qui vous accusent de jouer sur la victimisation? Et que répondez-vous aux Français lambda qui, pour 1001 raisons, a une peur de l'islam, une peur légitime de l'islam par rapport à ce qu'ils voient chaque jour? Alors, le thème de victimisation, il est récurrent. Vous savez, c'est ce que disent les hommes lorsqu'une femme se plaint d'un viol. Arrête de faire ta victime. C'est ce que disent les riches lorsqu'ils dominent les pauvres. Arrête de faire ta victime. C'est ce que les injustes disent lorsqu'ils commettent leurs injustices. Arrête de faire ta victime.
Le CCIF ne se positionne pas dans un débat idéologique, c'est une organisation de défense des droits de l'homme qui vient en aide aux victimes. Si les victimes jouaient leurs victimes, c'est peut-être qu'elles sont véritablement victimes. Lorsque on démontre, chiffres à l'appui, études universitaires à l'appui, que les discriminations sont massives, qu'on exclut massivement des personnes en raison de leur couleur, leur appartenance religieuse, leur sexe, leur handicap, et j'en passe. Donc lorsqu'une personne se plaint, elle est en droit de se plaindre. Et ceux qui disent que le CCIF se met en position de victime ou joue la carte de la victimisation, je tiens à rappeler que le CCIF n'a vu le jour que parce que les organisations antiracistes existantes avaient failli à leur devoir. Et on en était à un antiracisme moral et non pas un antiracisme politique. On disait « le racisme, c'est pas bien et c'est vilain ». Donc, si les organisations en place, et je sais que nos détracteurs s'inquiètent pour leurs subventions, et je tiens à les rassurer, le CCIF ne prend pas de subventions. Gardez vos subventions, mais laissez-nous travailler. Je tiens à rappeler que si le CCIF, encore une fois, a vu le jour, c'est parce qu'on a abandonné ces victimes et qu'on a soutenu leur mise à l'écart. C'était quoi l'autre question? C'était concernant la peur de l'islam. Alors, la peur légitime de l'islam. Le CCIF, et encore plus moi-même, n'adhère pas à l'idée que la France, dans son ensemble, est un pays islamophobe. L'intelligence, encore une fois, des élites, c'est de faire croire que les élites, c'est la France, et que la France, c'est les élites. Alors, bien sûr, lorsque vous avez un Français lambda, pendant 40 ans, ou plus, on lui ment. Ça veut dire, dans les espaces médiatiques et politiques, on ne voit pas de musulman qui parle de lui-même, pour lui-même et par lui-même. On ne voit pas, par exemple, dans les débats télévisés, par exemple les femmes voilées, elles sont constamment au centre des débats, pourtant on ne les voit jamais. On aura une personne qui va parler à sa place, on va parler d'elle à la troisième personne, une personne qui va vous dire « je connais des femmes voilées, je connais des musulmans, j'ai un copain musulman ». Vous savez, c'est comme à l'époque, bon, je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas envie, et ça ne vaudrait pas la peine. J'ai mon ami musulman, vous voyez, d'accord, mais par contre, le musulman, lui, on ne va jamais le voir. Et puisqu'on parle constamment à sa place, on déforme son propos. Et le Français qui est devant sa télévision en Ardèche ou en Lozère ou je ne sais où et qui n'a jamais croisé un musulman, et lorsqu'il voit cette hystérie politico-médiatique à la télévision, quand on vous ment pendant 30-40 ans, forcément vous croisez un musulman, pour vous ça y est, il va vous faire la peau. Et là où j'aurais une réponse intéressante à vous apporter, là où l'éducation et le dialogue portent leurs fruits, c'est aussi au CCIF. La plupart de nos dossiers se résolvent par médiation. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas les musulmans. Donc lorsqu'une personne du CCIF se présente à elle et tente une médiation, fait un rappel à la loi, ou bien lui montre que les musulmans ne sont pas des martiens qui sont là pour envahir son pays, je vous assure, beaucoup de personnes voient leur peur, en fait, tomber véritablement au niveau quasiment zéro. Et beaucoup nous disent « Ah, je ne savais pas que c'était comme ça ». Vous voyez, je vous ai parlé et ça m'a rassuré. On a eu beaucoup de cas des filles voilées qui ont été exclues des centres de formation, qui ont été discriminées aussi bien à l'embauche qu'au logement. On a eu des personnes qui ont été agressées et qui ensuite ont fini par regretter. J'aimerais d'abord, pour terminer, rebondir sur le cas Michel Houellebecq. C'est un écrivain qui est talentueux. Soit, il avait déclaré « je suis islamophobe et j'assume parfaitement ». Mais il y a une interview qui était parue dans le Guardian, un journal britannique, où il disait, après quelques paragraphes, « oui, j'avoue, je ne connais pas l'islam. Je n'ai jamais lu le Coran. » Donc ça rejoint ce que disait Averroès, « l'ignorance mène à la peur mène à la violence. » Ou plutôt, « l'ignorance mène à la haine mène à la peur mène à la violence. »